Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. L'essentiel de l'actualité internationale et nationale de ce vendredi 3 octobre à venir, juste après les titres. 728e jour de génocide à Gaza, 68 martyrs signalés depuis l'aube. Une agression qui s'intensifie au moment où Donald Trump menace la résistance d'un ultimatum et d'un enfer dans le cas où son plan de 20 points ne serait pas approuvé par le mouvement Hamas. Toute l'étendue de la barbarie sioniste en démonstration face aux membres de la flottille Global Soumoud. Enlèvement, séquestration, piraterie, le monde entier s'indigne face aux pratiques de l'entité sioniste. Et puis, 7e jour de manifestation au Maroc, la rue exige la démission du gouvernement défaillant dans tous les secteurs. Les Nations Unies et l'Union européenne s'indignent face aux violences et la répression de l'appareil sécuritaire marocain. En France, Sébastien Lecornu tente de trouver des terrains d'entente pour former un gouvernement et faire passer son budget. Difficile à en croire la gauche. Nous ferons le point dans quelques instants. Bonsoir à tous. La bande de Gaza, de nouveau à feu et à sang au 728e jour de l'agression génocidaire sioniste. Les bombardements et les crimes sionistes se concentrent toujours au centre de l'enclave palestinienne en l'absence de zones et d'endroits sécurisés. Aucune région n'est épargnée par les exactions de l'entité sioniste. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 63 nouveaux martyrs et 227 blessés ont été admis dans les hôpitaux de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. Elles ont également souligné que 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et 80 autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures alors qu'ils tentaient d'obtenir de la nourriture. Le bilan global de l'agression sioniste en cours depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi en ce vendredi 3 octobre à 66 288 martyrs et 169 165 blessés. Et pas moins de 70 martyrs ont été signalés à Gaza depuis l'aube. 37 d'entre eux sont à déplorer dans la ville de Gaza, au centre de l'enclave. 4 martyrs à Tel El-Hawa, 7 autres dans un bombardement de tentes de déplacés près de la zone portuaire, ou encore 4 martyrs également à Khan Younis, dans le sud de l'enclave palestinienne. Et des nouveaux-nés palestiniens, ces êtres innocents et fragiles dont beaucoup sont gravement malades. Quelques-uns ont été évacués par des organisations internationales de la santé à Gaza, dont l'OMS, Humanity Auxilium et la Croix-Rouge internationale vers l'hôpital Nasser. Le personnel médical a transféré des bébés prématurés à travers des rues jonchées de débris, tandis que le personnel d'urgence déblayait les décombres pour permettre le passage des ambulances. Ma fille est née à 26 semaines et son développement est encore incomplet. Ils veulent la transférer dans des hôpitaux du sud car elle manque d'oxygène. Ici, il n'y en a pas à cause du siège. Ma fille souffre d'un manque d'oxygène et bien sûr de malnutrition au milieu de cette guerre. Nous sommes venus aujourd'hui à l'hôpital Al-Hilou pour récupérer des enfants gravement malades, des bébés essentiellement. Et nous allons les transporter au centre médical Nasser pour des soins spécialisés supplémentaires. Et pendant ce temps, le langage de la menace brandi une nouvelle fois par le président américain Donald Trump face à la résistance palestinienne et le mouvement Hamas en ce qui concerne les négociations, un éventuel accord sur le plan Trump pour une prétendue paix proposée cette semaine par le locataire de la Maison-Blanche. Trump dit en effet donner au Hamas jusqu'au dimanche 5 octobre à 18h, heure de Washington, pour parvenir à un accord, le qualifiant de dernière chance, faute de quoi un enfer s'abattrait sur le Hamas selon ses propres termes, ce qui dénote d'une nouvelle escalade et d'un feu vert à l'entité sioniste pour intensifier son agression.
génocidaire sur la bande de Gaza. Et puis les Nations Unies ont assuré vendredi qu'il n'existait pas de refuge sûr pour les Palestiniens contraints de quitter la ville de Gaza, qualifiant les lieux de mort des zones de sécurité désignées par l'entité sioniste dans le sud. Les soi-disant zones de sécurité sont aussi des lieux de mort, a affirmé James Elder, porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, s'exprimant depuis Gaza. Selon lui, le sud du pays, des bombes sont larguées avec une prévisibilité effrayante. Les écoles qui avaient été désignées comme abris temporaires sont régulièrement réduites en ruines et les tentes sont régulièrement la cible de bombardements aériens. Elder a insisté également sur le fait que l'émission d'un ordre général d'évacuation des civils ne signifie pas que ceux qui restent sur place perdent leur protection civile. Je vous en parlais en titre, l'entité sioniste s'attaque désormais aux équipages des bateaux de la flottille Global Somoud qui tentaient de briser le blocus sur Gaza cette semaine. Des actes de piraterie, des enlèvements, des séquestrations. Les membres ont été choqués et ont choqué le monde entier. L'indignation est à son comble face à cette nouvelle et énième violation du droit international par l'entité sioniste. Ces images ont fait le tour du monde. La société civile internationale otage du bourreau sioniste, piraterie, enlèvement de militants et de parlementaires à bord des embarcations, violation flagrante du droit international, des slogans poignants qui dans les 4 coins du monde, mais également sur la scène diplomatique internationale, après l'interception musclée des flottilles Somoud en route vers Gaza. Une attaque défendue par le ministre de la Sécurité nationale du gouvernement sioniste, Itamar Ben-Gvir, qui toute honte but a qualifié les militants pacifiques de la flottille partis briser le blocus sur Gaza de terroristes. Face à cette nouvelle insulte faite à la communauté internationale et au droit international, la rue a répondu par la 2e nuit consécutive de mobilisation mondiale. Des milliers de personnes se sont solidarisées avec les flottilles pour Gaza interceptées par l'armée sioniste. Partout, la condamnation est sans appel et prend une ampleur jamais atteinte auparavant. En Espagne, Madrid et Barcelone ont encore vu défiler la nuit dernière des foules massives. Les manifestants dénoncent ce qu'ils appellent une piraterie d'État et exigent la libre circulation des convois humanitaires. Je suis ici parce qu'il ne me reste plus qu'une chose. Venir crier que je ne veux plus que des gens soient assassinés, c'est assez. N'est-ce pas assez pour eux? S'il vous plaît, arrêtez. Que font les gouvernements? À Rome et Milan, la contestation a pris un ton politique. Les manifestants visent directement la position du gouvernement, jugé trop aligné sur l'entité sioniste. À Paris, place de la République, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour la 2e nuit de suite. Mais la manifestation a été marquée par des heurts, charges policières, gaz lacrymogène, plusieurs interpellations. Nous sommes un peu fatigués, mais nous sommes de retour. Nos pensées vont désormais à Gaza, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas revenus. Et nous pensons constamment à eux. Le mouvement dépasse désormais les frontières du vieux continent. À Dakar, au Bangladesh, les rues ont été noires de monde. À Sao Paulo et Rio de Janeiro, des marches nocturnes ont dénoncé le blocus. Et même à Los Angeles, aux États-Unis, plusieurs centaines de personnes ont défilé au cri de Free Palestine. Au Maghreb, Tunis a également vibré de slogans pour Gaza entre bougies, drapeaux et prières nocturnes. 2 nuits de manifestations successives, du Bangladesh au Brésil, de l'Europe au Maghreb jusqu'aux États-Unis, partout le même message, briser l'isolement de Gaza, une contestation désormais installée dans la durée et qui pourrait encore s'intensifier les prochains jours. Je
Je vous en parlais également au titre, les Marocains ont appelé dans la nuit de jeudi à vendredi à la démission du gouvernement Khanouch qui a appelé au dialogue plus tôt dans la journée après une 6e soirée consécutive de manifestations marquées mercredi par des violences meurtrières de la part des forces de la gendarmerie royale. Ces manifestations font face à un déferlement de violence de la part des forces de l'ordre marocaines qui déploient d'énormes moyens afin de réprimer le mouvement pacifique. D'autres rassemblements pacifiques ont eu lieu à Casablanca, Marrakech, Agadir. Avant cette nouvelle soirée de mobilisation, le collectif Génération Z 212 a souligné et rejeté toute forme de violence et a exhorté les manifestants à respecter le caractère pacifique du mouvement. Le collectif de jeunes Marocains, initiateurs des manifestations contre la situation socio-économique et la corruption dans le royaume, a appelé à la démission du gouvernement à l'issue d'une 6e soirée consécutive de protestations marquée par une répression brutale ayant fait au moins 3 morts. Nous demandons la dissolution du gouvernement actuel pour son échec à protéger les droits constitutionnels des Marocains et à répondre à leurs revendications sociales. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé la montée des tensions au Maroc dans un contexte de répression violente des manifestations pacifiques par les forces marocaines, ayant déjà coûté, rappelons-le, la vie à 3 jeunes citoyens, dont 2 qui ont été tués par les balles de la gendarmerie royale. Le secrétaire général déplore les violences survenues lors des récentes manifestations au Maroc, a déclaré son porte-parole Farhan Haq lors d'une conférence de presse jeudi, appelant à ce que les manifestations se déroulent de manière pacifique. Et ces mêmes Nations Unies ont par ailleurs demandé l'ouverture d'une enquête transparente sur la mort de ces 3 jeunes Marocains dans la ville de Al-Qli'a, sans oublier les centaines de blessés signalés pour l'heure durant les manifestations pacifiques du mouvement Génération Z 212 qui se poursuivent depuis une semaine. Les autorités marocaines réagissent en activant l'appareil sécuritaire répressif face à cette mobilisation populaire dans les rues du Maroc. Il est déplorable de voir cette violence lors des manifestations. Il est vraiment regrettable que, selon les rapports, au moins 3 personnes ont été tuées. De notre côté, nous demandons une enquête indépendante et transparente afin d'établir la responsabilité de toute personne ayant violé le droit des citoyens à manifester pacifiquement. Et puis, autre réaction, celle de l'Union européenne qui a appelé vendredi toutes les parties prenantes à maintenir le calme au Maroc à la suite donc des manifestations pacifiques réprimées violemment par le régime du Marzen. L'Union européenne dit reconnaître l'importance de la participation de ces jeunes à la vie publique et appelle au maintien du calme. Et au volet diplomatique algérien, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Selma Barta Mansouri, a coprésidé en compagnie du ministre norvégien des Affaires étrangères la session extraordinaire sur le renforcement du système multilatéral dans le traitement des questions de paix et de sécurité mondiale dans le cadre de sa participation aux travaux de la 22e réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques en République du Zimbabwe. Mansouri a souligné que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies constitue une priorité urgente pour assurer une représentation juste et permanente de l'Afrique et pour remédier à l'exclusion historique dont elle souffre, notamment en achevant le processus de décolonisation sur le continent africain. Je vous en parlais également au titre au lendemain du mouvement de mobilisation générale du 2 octobre en France. Le Premier ministre Sébastien Lecornu risque déjà la censure au Parlement. Il promet à cet effet de renoncer au recours de l'article 49.3 et appelle au compromis, voire à une coalition plus large pour le prochain gouvernement. Avant même de nommer un gouvernement,
Le Premier ministre français vit sous la menace permanente d'une motion de censure. Il est appelé à convaincre les oppositions de ne pas renverser son futur gouvernement. Première promesse de Sébastien Lecornu, ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution, un outil qui permet d'outrepasser l'Assemblée nationale pour faire passer des textes qui ne rassemblent pas la majorité. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions. On ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Il a promis dans le même temps des mesures de rupture sur le fond, en matière de budget afin de calmer les oppositions qui agitent une fois de plus la menace d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, où il est privé de majorité. Troisième Premier ministre d'Emmanuel Macron depuis juin 2024 et 5e du 2e mandat, Lecornu s'est engagé à réduire la dette publique qui plombe les comptes de la France à hauteur de 114% du PIB. Et au lendemain, justement, la réaction de la gauche, dont les partis sortis perplexes de leurs réunions respectives avec le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon, on sort avec aucune garantie sur rien, c'est très flou, donc très décevant, estime entre autres la patronne des écologistes, Marine Tondelier, que je vous propose d'écouter. Battre le record. Je vous signale qu'il vient de battre le record du plus long délai pour nommer un gouvernement et que nous lui proposons un autre record d'être le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Vous allez le faire sauter la semaine prochaine. Oui, nous voulons, avec une motion de censure, faire partir M. Lecornu, qui est le seul homme de France à avoir participé à tous les gouvernements macronistes depuis 8 ans et qui ose nous dire qu'il va présenter une rupture avec la politique macroniste. Je crois que plus personne n'y croit dans le pays. Donc, si je veux être positive, je vous dis au nom des écologistes qu'on note un petit début d'inflexion des macronistes sur un sujet. Mais je suis aussi une citoyenne française. Et je me dis en tant que Française, est-ce que des Français vont être convaincus en disant « Ah bah alors là, ma vie va changer » parce que M. Lecornu a renoncé au 49.3, évidemment que vous voyez la limite de l'exercice. Les Français, ils attendent des mesures concrètes de justice fiscale. Je rappelle que sur la taxe Zuckman, 92% des électeurs macronistes sont pour, que 86% des chefs d'entreprise sont pour. Ils n'ont aucune excuse au gouvernement pour ne pas le faire. Donc nous, on est venu s'expliquer là-dessus, pourquoi ça n'avance pas. On est venu s'expliquer sur la justice sociale, donc qui comprend des mesures de pouvoir d'achat, des mesures de services publics, des mesures de rétablissement d'aide directe aux Français, comme sur l'isolation de leur logement pour aussi alléger leur facture d'électricité ou d'aide pour changer de voiture, parce que quand vous êtes dépendant aujourd'hui des pleins d'essence, ça devient quand même très compliqué. Et donc on attend des choses sur la justice sociale et évidemment aussi sur l'écologie, sur l'environnement. Nous venons tout simplement demander au Premier ministre si derrière cette absence de 49.3, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de piège. L'absence de 49.3, ça doit être sur le budget de l'État, mais aussi sur le budget de la sécurité sociale. Et ça doit aussi de permettre aux députés de pouvoir déposer des amendements sans qu'il y ait d'article 40 ou d'autres artifices utilisés qui priveraient le droit d'amendement des députés. S'il n'y a pas de 49.3, mais qu'on ne peut pas amender un texte, qu'on ne peut pas déposer un amendement d'abrogation, de suspension de la réforme des retraites, d'augmentation des pensions, c'est un jeu de dupes, quoi. C'est pas possible. Et donc, on n'acceptera pas ça. Nous, on est là pour défendre le pouvoir d'achat des Français, défendre les services publics, obtenir l'abrogation de la réforme des retraites, et donc que le Parlement travaille et qu'il nous laisse travailler. L'aéroport allemand de Munich a déclaré tôt vendredi que des drones observés jeudi au soir avaient forcé le contrôle aérien à suspendre ses opérations, entraînant l'annulation de 17 vols et perturbant les voyages de près de 3000 passagers. 15 autres vols à l'arrivée ont été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort, selon l'aéroport, marquant la dernière perturbation liée aux drones dans l'aviation européenne après que des observations ont temporairement fermé des aéroports au Danemark, en Norvège, également la semaine dernière.
Dans le dossier ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que si les États-Unis fournissaient des missiles Tomahawk à l'Ukraine, cela déclencherait une nouvelle escalade majeure, mais ne changerait pas le champ de bataille. S'exprimant justement au club de discussion Valdai à Sochi, Poutine a déclaré qu'une telle démarche porterait davantage atteinte aux relations de la Russie avec les États-Unis. C'est dangereux. Quant au Tomahawk, c'est une arme puissante. Certes, ils ne sont plus vraiment modernes, mais ils sont puissants et représentent une menace. Et bien sûr, cela ne changera rien à l'équilibre des forces sur le champ de bataille. Les Tomahawks peuvent-ils nous nuire? Oui. Nous les abattrons et améliorerons nos systèmes de défense aérienne. Cela nuira à nos relations avec les États-Unis qui commencent à voir le bout du tunnel. Bien sûr que oui. Mais comment pourrait-il en être autrement? Utiliser des Tomahawks sans la participation directe de militaires américains est impossible. Cela marquerait de la violence inédite, notamment dans les relations entre la Russie et les États-Unis. Et la Russie a déclaré jeudi que ses forces avaient progressé sur les lignes de front, tandis que l'Ukraine a signalé avoir mené des attaques sur plusieurs fronts. Dans un rapport quotidien sur le terrain, le ministère russe de la Défense a indiqué que ses forces avaient frappé les infrastructures de transport, des entreprises ukrainiennes du secteur de la défense et les sites d'assemblage de drones télécommandés au cours des dernières 24 heures. Parallèlement, le système de défense aérienne russe a intercepté une roquette Ibar et abattu 142 drones. Il a également été rapporté que le président russe Poutine a déclaré que l'armée russe avait progressé le long de presque toutes les lignes de contact. Du football pour clôturer avec les deux derniers matchs des éliminatoires Afrique comptant pour la Coupe du Monde 2026. L'Algérie affronte la Somalie et l'Ouganda pour composter son billet. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé hier une liste de 26 joueurs pour 180 minutes sur le carré vert. Un seul mot d'ordre, la victoire. Alger, 2 octobre 2025. Il fait frais, seulement 26 degrés à 15 heures. Le temps est ensoleillé. Le ciel est dégagé et la vue est claire. Le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, Vladimir Petkovic, est face à la presse, à l'enceinte sportive Nelson Mandela Stadium, en prévision du prochain stage de l'équipe nationale, prévu du 6 au 14 octobre 2025. Les Verts disputeront 2 matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, face à la Somalie le 9 octobre à Oran et contre l'Ouganda le 14 octobre à Tizi Ouzou. L'entraîneur des Verts annonce la liste des 26 joueurs retenus pour ce stage. Le Suisse a fait le ménage dans son groupe. Bembot, Guendouzi, Zidane, Bensebaini, Dorval, Hadjam, Tougaï, Chergui, Belgali, Guiton, Mandi, Bentaleb, Boudaoui, Zorgan, Kebal, Maza, Amoura, Belaili, Benzia, Bonani, Shaibi, Hadjmoussa, Mahrez, Bounedjah, Chiakha, Guiri. 4 joueurs sont convoqués pour la première fois en sélection. Lucas Zidane, le gardien de Granada évoluant en 2e division espagnole, ainsi que 3 autres défenseurs. Mehdi Dorval, joueur de Bari en Série B italienne, Samir Chergui, Paris FC en Ligue 1 en France et Rafiq Belghali, Série A italienne. Si on regarde dès le début de mon travail avec l'équipe nationale, toujours on a eu beaucoup de blessés. C'est pour ça que c'est très important de connaître ces joueurs et que les joueurs puissent connaître l'environnement de l'équipe nationale. Pour être intégrés, quand il faudra les employer, on aura besoin d'eux. Et pas oublier que des joueurs puissent être plus en forme par rapport à d'autres joueurs qui sont déjà avec l'équipe nationale, ils peuvent aussi les remplacer. Cependant, il y a aussi le retour de Zorgan et Chiekha, et surtout celui de Badreddine Bouannani qui brille actuellement en Bundesliga. Petkovic reste pragmatique. Pour lui, l'objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. C'est pour ça que je dis qu'il y a 2 matchs très durs, qu'il faut mettre vraiment l'accent sur ces 2 matchs. Il faut être vraiment sur le plan mental prêt et il faut démontrer avec nos forces, déjà après le match contre la Somalie, qu'on mérite d'être au championnat du monde. Les Verts sont actuellement leaders du groupe G avec 19 points, soit 4 longueurs d'avance sur leur poursuivant direct, l'Ouganda. Une victoire contre la Somalie permettrait d'officialiser la qualification pour la Coupe du Monde, avant même d'affronter l'Ouganda lors de la dernière journée des éliminatoires.
Bonne chance donc au vert, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Nos programmes se poursuivent avec le journal africain présenté dans quelques instants par Esmalaïd.